Eh bien, bonjour pour cette première table ronde sur le plateau télévisé. Vous êtes tous invités à rejoindre la table ronde qui va parler des fondements pour le territoire intelligent. Je rappelle que le CIVIM a une signification. Salon international de l'innovation dans les villes médianes. Et à ce titre, nous sommes invités à réfléchir, à travailler, à brainstormer, comme disent certains, sur l'idée de la Smart City, de la ville intelligente. Le thème de cette table ronde, quel fondement pour le territoire intelligent? Comment garantir entre villes médianes des processus de collaboration, de co-innovation et de capitalisation? L'idée, vous l'aurez compris, de cette table ronde, c'est non seulement de témoigner, mais de faire en sorte que les bénéfices des uns puissent bénéficier, les travaux des uns puissent bénéficier aux autres. À ce titre, j'invite à la table ronde Monsieur Florent Boitias de CEREMA, dans l'ordre de passage, Madame Anna Angéli du Pré-Saint-Gervais, Madame Laurence Compara de la ville de Grenoble, toutes les deux élues, pardon mesdames de ne pas l'avoir rappelé, et de Benoît Balmana de IVO au Québec, qui prendra la parole tout à l'heure. Florent, en deux mots, qu'est-ce qu'un territoire intelligent aujourd'hui? Je crois que le CEREMA a beaucoup travaillé sur le sujet. Fais-nous en part. Je vais essayer. Merci de l'invitation. Merci à tous d'être là. Alors, il y a quand même beaucoup de monde qui sont en train de rater la meilleure conférence de la journée. J'allais le dire. Voilà, vous ne savez pas ce que vous perdez. Voilà, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un territoire intelligent? Donc aujourd'hui on se rend compte que c'est pas nécessairement un lieu d'expérimentation high-tech dernier cri. C'est pas forcément ça. Je pense que Denis Thuriot l'a rappelé en d'autres termes tout à l'heure. Voilà, je dirais que c'est un territoire qui essaye de se poser les bonnes questions. Le numérique, on commence à avoir vu un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre et plein de choses à connaître. Mais comme disait Jonathan Guinche tout à l'heure, je partage son analyse, on est un peu dans une phase de consolidation des travaux. Voilà, l'enjeu aujourd'hui pour une collectivité moyenne, petite, métropole, c'est de se mettre en capacité d'agir de manière souveraine sur son territoire. Donc essayer de défendre l'intérêt général dans ce nouveau monde qui s'est un petit peu transformé avec tout le numérique et tout ce qui implique aussi en termes, en termes culturels sur la société, quoi, tout ce qui a changé. Et il faut essayer de passer aujourd'hui peut-être d'un idéal à atteindre, donc la ville intelligente, à une question de processus plutôt. Enfin, c'est quelque chose que... Voilà, il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre, il y a une gouvernance à faire évoluer, il y a des compétences à acquérir. Monsieur Vidal parlait tout à l'heure de former les élus. Hein, donc à ce titre-là, le CEREMA a tout ce qu'il faut. Comme tu disais, on tente à travailler sur le sujet. Voilà, coup de pub. Voilà, il y a les méthodes de travail, il y a l'organisation des collectivités qui doit changer, et puis il y a une question de démarche, voilà, de diagnostic des besoins. On parlait d'humain tout à l'heure. Mettre l'humain au cœur, ça veut aussi dire s'intéresser aux besoins du territoire, aux besoins des gens. Et à ce titre-là, c'est une question d'aménagement au sens traditionnel du terme, on va dire, mais avec des nouveaux enjeux. Voilà, il y a une méthode de conception intelligente des territoires, mais avec des nouveaux enjeux. Je disais l'année dernière à cette même table que j'avais conclu la table ronde en disant qu'il valait mieux essayer de faire une ville intelligemment plutôt que d'essayer de faire une ville intelligente. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de passer d'un idéal à atteindre à une démarche en continu. Alors un territoire intelligent, pour préciser un petit peu les choses sur le fond, je parlais d'enjeux tout à l'heure, de nouveaux enjeux, c'est un territoire qui cherche à prendre position d'abord donc dans une démarche collective, pour essayer de répondre aux besoins, mais sur les enjeux politiques du numérique. Ces enjeux, c'est quand on parle de simplifier la vie des habitants avec des services, c'est aussi développer des services et de l'administration sans exclure. Puisque à chaque fois qu'on développe un service numérique, on exclut de fait ceux qui ne savent pas s'en servir. C'est essayer d'optimiser la gestion de la ville, déployer de l'Internet des objets, déployer des choses sur les smartphones, mais en réfléchissant aussi à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, par exemple, tout ça. Donc peut-être avoir une réflexion un petit peu
frugal, entre guillemets, de ces aspects-là. C'est savoir gérer la donnée ensuite. Alors ça, je pense que Laurence Compara vous en parlerez mieux que moi, plus en détail. Mais voilà, c'est savoir gérer la donnée aussi en prenant en compte, évidemment, tout le monde le sait, les questions de liberté, de protection des individus, des données personnelles, de ne pas faire n'importe quoi avec ces données-là. Il y a des enjeux de souveraineté. C'est aussi faire participer la population à la décision publique, mais sans s'arrêter à l'outil, quoi, au gadget acheté sur étagère. La participation citoyenne, c'est pas une affaire d'outils, c'est une affaire de démarche politique, d'intention politique sincère, durable et qui s'inscrit dans le temps. Voilà, j'étais mardi en Belgique à Smart City Wallonia, l'événement wallon du sujet. C'est un sujet qui est ressorti dans énormément de conférences de la journée, quoi. C'est vraiment associer les habitants, mais au-delà de l'outil, quoi, avec vraiment une approche de méthode. Et puis, je conclurai, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais un territoire intelligent, c'est aussi un territoire qui agit en bonne intelligence avec les territoires voisins. En favorisant les démarches de mutualisation. Donc là, je pense que Pascal, tu es bien placé pour en parler, pour ce qui est de la mutualisation du logiciel libre au niveau des collectivités. Voilà. Alors, on reviendra vers toi tout à l'heure, Florent, puisqu'il y a une plateforme qui a été montée par le CEREMA, on reviendra dessus, mais c'est bien de nous avoir orientés sur le pratico-pratique, le concret, puisque je souhaiterais maintenant, Madame Angélie, alors permettez-moi d'énumérer vos différentes casquettes: adjointe au maire, transition écologique et numérique, aménagement durable, espace protégé, politique de la ville du Pré-Saint-Gervais, mais également vice-présidente du réseau français des villes éducatrices, et membre expert pour Ville Internet sur le numérique éducatif. Donc une orientation effectivement éducation. Et je compte sur vous pour nous expliquer en termes de transition numérique, de gouvernance partagée et, comme Florent le disait, mettre le citoyen au centre de tout ça. Je compte sur vous pour nous le démontrer. Oui, merci. Si ça marche, oui. Écoutez, merci de m'avoir invité. Merci aussi Vim et aux co-organisateurs pour cette journée qui va forcément avoir des répercussions dans nos réflexions, nos analyses et nos partages d'expériences. Je partage tout à fait déjà ce qui vient d'être dit et ça correspond vraiment à notre approche au Pré-Saint-Gervais de ce qu'on a appelé notre stratégie numérique. On a refusé justement de l'appeler ni Smart City ni Ville Intelligente parce qu'on souhaitait mettre l'humain au cœur et on l'a appelé Réseau Citoyen Ville Solidaire. Donc c'est la marque de fabrique qui permettait pour l'ensemble de la population d'identifier notre démarche de transition numérique avec une entrée dès 2010 justement avec les écoles, sur la constitution d'un plan école numérique local avec un travail partagé avec l'éducation nationale. Et on s'est dit, commençons par les écoles, commençons par la communauté éducative, puisque c'est évidemment les enfants au cœur, mais les enseignants, mais les animateurs et les familles, pour après travailler sur l'ensemble de la population gervaisienne à une réflexion sur... alors à l'époque, on ne parlait pas de transition numérique. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en quelques années, le vocabulaire change, évolue. À l'époque, c'était en quelle année ? En 2010, on parlait du développement des usages du numérique, on parlait de... je ne pense pas de Smart City ni de ville intelligente, en tout cas pas en France. Et donc on a eu une approche qui était de travailler sur les métiers, travailler sur tous les outils métiers à l'interne, travailler sur les pratiques qui sont évidemment identifiées assez rapidement comme n'étant pas forcément optimum dans l'administration municipale, et travailler en même temps sur le citoyen et sur le développement des nouveaux services pour améliorer le service public, qui est l'objectif principal. Donc on a initié ce travail en 2017 avec la nécessité d'avoir un accompagnement, donc une AMO, donc un investissement particulier pour une ville moyenne de Seine-Saint-Denis, avec comme dans plein d'autres territoires, des priorités aussi autres, mais un gros investissement pour pouvoir mener à bien tout ce travail sur la durée de transformation, transition numérique, autant des agents que de nos pratiques pour améliorer notre communication digitale, notre lisibilité dans nos politiques publiques et le développement aussi des usages et des e-services pour la population. Rappelez-nous au passage le nombre d'habitants. 18 500. Vous avez aussi, vous, de gros voisins.
très proche de vous. Très gentil, ça va. Donc on est en proximité de Paris, mais on est dans une agglo de 400 000 habitants, Est Ensemble, qui s'appuie sur l'expérience du Pré Saint-Gervais pour faire évoluer son administration maintenant, parce que visiblement on fait école. Quand il s'agit de parler justement de partage, le réseau Ville Internet est complètement adapté. Il y en a d'autres, mais en tout cas pour nous, c'est essentiel de publier sur la plateforme, de participer au label en montrant les nouvelles actions chaque année, mais évidemment de partager non seulement avec nos voisins qui ne sont pas tous adhérents de Ville Internet, on essaie qu'ils le soient, mais tout au long de l'année avec des échanges dématérialisés ou des événements comme ça, où on rencontre aussi des villes qu'on connaît bien aussi comme la ville de Grenoble. Donc pour nous, l'intelligence, pour reprendre un petit peu, c'est évidemment l'humain au cœur. La problématique de l'éducation que j'ai beaucoup portée dans le premier mandat en 2008-2014, c'était de se rendre compte que oui, le développement des usages pour les enfants, pour les enseignants, ça nécessite de l'humain. On est toujours dans cette réalité-là au sein de l'éducation nationale. Et là, on ne fait pas de transformation numérique de nos pratiques dans l'administration municipale sans un plan de médiation, d'accompagnement multi-lieux, multi-acteurs, avec des agents qui peuvent accompagner les publics, avec des associations qu'on soutient, notamment dans le contrat de ville, dans notre quartier politique de la ville, pour accompagner les habitants du quartier, des bénévoles avec aussi toute la démarche inclusion numérique de l'État, avec aussi des spécificités seniors, jeunesse, etc. Donc voilà, on en est un petit peu sur cette première année vraiment de mise en route, et avec la création d'un agent en DPD sur la donnée aussi, la protection de la donnée. Donc ça nécessite aussi beaucoup de formation pour cette personne qui était juriste pour la collectivité. La création d'une direction du numérique, donc un agent aussi recruté pour coordonner aussi bien les prestataires qui nous ont fourni un nouveau site et un outil de gestion de relations usagers, et la formation des agents qui est prévue sur 3 ans, puisque ça va être très long de changer ses pratiques professionnelles. Écoutez, on devine une certaine complexité dans tout ce qui a été fait, mais nombre de collectivités nous écoutant doivent se reconnaître dans cette complexité. Donc merci à vous de nous l'avoir décrite et détaillée. Et je passe le relais à Madame Compara. On parlait d'école, je crois que la ville de Grenoble. Donc Madame Compara, vous êtes maire adjointe pour l'accès à l'information, libération des données publiques et logiciels libres, soulignons-le. Je crois me souvenir que la ville de Grenoble avait également lourdement investi du côté des écoles et avec le logiciel libre. Et au demeurant, vous êtes aussi investi dans Open Data France, et vous savez ce que c'est que l'Open Data, la pierre angulaire de la Smart City, si je peux me permettre de ce raccourci. Allez-y. Effectivement, je suis complètement d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites. J'aime beaucoup le faire la ville intelligemment plutôt que faire la ville intelligente. Je considère que c'est en Creative Commons et que je peux le reprendre. C'est dans l'esprit. Effectivement, faire une ville, un territoire intelligent d'ailleurs, parce que ça dépasse complètement les frontières administratives, c'est mettre un territoire en mouvement, et ça veut dire donc mettre tout le monde en mouvement. Là, on va parler de start-up, on va parler de grands groupes, on va parler des administrations, on va parler des citoyens et des citoyennes, mais on va aussi parler d'associations d'insertion, on va aussi parler de services de l'État. Donc, forcément, c'est gérer le territoire dans sa complexité. Et le numérique là-dedans, la donnée là-dedans, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin. Barder sa ville de capteurs pour dire qu'on a bardé sa ville de capteurs, ça ne fait pas une ville intelligente pour autant. Parce que, effectivement, une fois que j'ai du capteur, une fois que j'ai de la donnée, est-ce que j'atteins à la vie privée de mes habitantes et de mes habitants ? Est-ce que je sais quoi en faire de cette donnée une fois que je l'ai recueillie ? Parce que je la stocke sur des serveurs qui bouffent de l'électricité, qui bouffent des ressources, et si j'en fais rien, quel intérêt de la recueillir ? Donc, fondamentalement, ce sont des questions stratégiques qu'il faut qu'on se pose. On parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir des élus en charge du numérique. Alors, effectivement, à la ville de Grenoble, on a fait le choix, dans l'intitulé de ma délégation, de mettre une intention politique en direction de l'ouverture, de la transparence, de la souveraineté, donc de poser un sens politique derrière cette notion d'élu au numérique. Mais c'est bien parce que c'est une lapalissade, mais quand on est élu, on est là pour faire de la politique. Donc pour poser des intentions, pour poser une vision, pour la partager, pour la challenger, pour la questionner, évidemment, mais fondamentalement pour apporter une vision stratégique. Et c'est extrêmement stratégique le numérique aujourd'hui. Nos territoires sont confrontés à des acteurs qui font du numérique de manière totalement non vertueuse. Qu'est-ce qu'on fait, nous, face à ça, face à l'ubérisation de nos territoires ? Quels moyens est-ce qu'on a ?
quelle éducation on peut aussi progresser collectivement pour que le territoire soit capable d'interroger ses propres pratiques. Parce que les usages que des sociétés comme Uber, Airbnb mettent en place sont extrêmement intéressants sur cette notion de partage, de meilleure utilisation de ressources, etc. Par contre, la façon dont ils la mettent en œuvre d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, est absolument désastreuse. Donc comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces usages-là, sur ces envies-là finalement qu'il y a dans les pratiques des gens, qui elles peuvent être complètement vertueuses, mais pour le faire de manière vertueuse. Et ça, autant une collectivité locale va être en capacité de donner une impulsion, autant elle sera totalement incapable de le faire toute seule. On a quelques leviers, effectivement, il a été parlé d'éducation. C'est vrai qu'à Grenoble, on a fait le choix de passer les écoles intégralement dans un environnement en logiciel libre, c'est-à-dire y compris le système d'exploitation. La difficulté à laquelle qu'on a peut-être eu avec une ville de taille plus modeste, et je mets évidemment aucun jugement de valeur derrière ça, bien au contraire, n'a peut-être pas, c'est la taille là pour le coup. Grenoble, c'est 80 écoles, hein, même si on n'équipe que les écoles élémentaires, c'est 800 enseignants et enseignantes qui ne sont pas nos personnels, que nous ne sommes donc pas légitimes pour former, et une éducation nationale relativement absente sur ces questions, je vais le dire gentiment. Donc on a aussi, je suis désolée de le dire dans un salon qui est placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, mais on a aussi un vrai problème dans la posture de l'État sur la question du numérique. La question de la dématérialisation, par exemple, de tous les services publics nationaux, est positivement désastreuse sur nos territoires. Pourquoi ? Parce que la question de l'inclusion numérique n'est absolument pas résolue. Et l'inclusion numérique, c'est pas seulement accéder au numérique. Ça reste une vraie problématique dans certains territoires, mais dans nos territoires de grandes villes, ça n'est plus un sujet. Les gens ont accès au numérique. Par contre, ils ne savent pas faire, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise, ou alors ils n'ont pas les sous parce qu'ils sont dans une précarité épouvantable. Et du coup, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est un enjeu d'accès aux droits. Vous dématérialisez Pôle emploi, vous dématérialisez la CAF, vous dématérialisez les impôts. Ça veut dire que les premiers qui vont être coupés de ça, qui vont perdre leurs droits, sont les gens qui aujourd'hui sont déjà en difficulté. C'est proprement scandaleux. Sans parler des handicaps qui ne sont pas toujours forcément bien traités par les services dématérialisés et autres outils informatiques. Voilà. Hein. Et nous, on se les récupère dans nos services. C'est à nos guichets que les gens ensuite viennent voir pour dire « j'arrive plus à faire mes déclarations d'impôts, je risque de perdre mes allocations chômage, je risque de perdre mes allocations CAF ». Est-ce que ça serait trop demandé que l'État mette au service des territoires de la médiation numérique un pouillème des économies qui sont faites par la dématérialisation de ces services-là ? Qui est par ailleurs, sur le principe, une bonne chose. Moi, qui suis à l'aise avec tous ces outils-là et qui peux faire ma déclaration d'impôt avec ma tasse de thé tranquillement installée devant mon ordi un dimanche après-midi, génial. Moi. Mais il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres. Et tout le monde doit pouvoir y arriver. Et personne ne doit rester sur le côté. Alors justement, en termes d'innovation, on va traverser l'océan Atlantique. Benoît Balmama de IVEO, directeur général de l'écosystème d'innovation québécois IVEO. Innovation, on est au cœur du sujet. Benoît, raconte-nous. Merci pour l'invitation puis l'opportunité de présenter ce qu'on fait au Québec, en effet dans le domaine de l'innovation, principalement donc dans le domaine de l'accompagnement des villes et principalement des villes médianes, puisqu'au Québec c'est un grand territoire, mais il y a très peu de grandes villes. Il y a 2 grandes villes, Montréal et Québec. Tout le reste des municipalités qui peuplent le Québec, c'est des petites villes, souvent qui sont en région, même en région éloignée. Le Québec, c'est 7 fois la France en superficie et c'est 7 millions d'habitants. Donc on voit que la répartition au niveau la densité des populations est très faible. Donc on a des enjeux vraiment à adresser au niveau des villes médianes. Et donc c'est pour ça que nous, dans IVEO, notre mission, c'est d'aider ces villes à faire face à l'innovation, puis surtout à savoir ce qui se passe et à intégrer l'innovation sur leur territoire. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, c'est sûr que on a beaucoup parlé des citoyens. Je pense qu'au niveau peut-être du Québec, le côté politique, la complexité politique est peut-être moins présente qu'on a pu l'entendre dans les interventions précédentes. Et les citoyens aujourd'hui considèrent les villes comme vraiment leur gouvernement de proximité. Okay, les villes ont un pouvoir de changer les choses. Les citoyens misent beaucoup sur les villes pour agir. On a parlé d'action tout à l'heure. Et les villes, ils sont au premier front pour agir. Par contre, on le sait, les villes
qui sont plus petites, elles ont moins de ressources. Donc elles ont beaucoup de pression parce que les citoyens comptent sur elles pour déployer des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Mais les villes n'ont pas forcément les ressources pour y faire face. Donc la collaboration est une évidence pour faire en sorte que les villes puissent s'inspirer les unes avec les autres et reprendre des projets qui ont été faits et les dupliquer assez facilement pour justement accélérer ce déploiement d'innovation. Donc la collaboration est au cœur de l'écosystème pour que tout le monde ait droit finalement, et même les petites villes, à déployer sur leur territoire des projets. Alors quand on parle d'inspirer les gens, ça veut dire qu'il faut mutualiser, ça faisait partie aussi des thèmes, mutualiser les retours d'expérience sur les projets. Donc on passe beaucoup de temps, puis le CIVIM pour moi c'est une des démonstrations de ça, à échanger sur qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, comment améliorer le déploiement. Donc la partie dans la collaboration, la partie d'échange d'expérience, le retour d'expérience sur des projets concrets est très importante. Okay. Et ce qu'on essaie de travailler dans ce retour d'expérience, c'est de travailler beaucoup sur des projets pilotes, puisqu'on sait que déployer d'innovation, c'est compliqué. Des fois, on n'a pas confiance dans l'innovation, donc avoir une approche projet pilote qui permet de démontrer tout l'intérêt d'aller plus loin dans le déploiement. Donc on travaille beaucoup sur des projets à échelle réduite qui ensuite doivent être donc partagés avec l'ensemble des gens dans une logique de déployer à plus grande échelle des projets dont on est sûr du succès et puis de la pertinence sur un territoire. Donc expérimentation à petite échelle, oui. Puis industrialisation entre guillemets à grande échelle. Exact. Et ça fonctionne? Alors, des exemples? Oui, ça fonctionne bien. On a donc une vingtaine de villes aujourd'hui qui sont actives dans ce réseau de collaboration. Donc, ils s'échangent régulièrement des projets dans lesquels on met aussi, on essaie de forcer le partage d'expérience aussi en réunissant les gens, casser les silos dans les villes. Donc oui, ça fonctionne. On a parlé beaucoup de numérique aujourd'hui, mais on a beaucoup d'autres thématiques qu'on adresse, notamment dans la mobilité, l'électrification des transports, la mobilité durable, l'énergie, l'environnement, qui sont des enjeux majeurs. Donc oui, ça porte ses fruits. Je dirais, ce qui est important de regarder, puis là-dessus on n'a pas toutes les réponses, c'est surtout de savoir quels sont les indicateurs qu'on va suivre pour justement transférer les expériences des projets pilotes. Donc quand on dit qu'on fait un projet, on va mesurer certaines choses, l'impact, le bénéfice de la technologie, le retour sur investissement, le retour environnemental, l'acceptabilité sociale aussi, est-ce que la techno est acceptée ou pas par les utilisateurs. Donc on a plusieurs indicateurs qu'on essaie de suivre qui doivent permettre à une autre ville de s'inspirer facilement de ce qui a été fait et surtout de se dire que si ça a marché dans une ville de telle taille, ça devrait marcher dans telle autre ville. Donc on est beaucoup dans la duplication et dans l'inspiration avec des territoires qui ont des contextes similaires et ça facilite aussi donc cette industrialisation dont tu parlais. Alors une vingtaine de villes sont déjà dedans. Juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne au Québec. Nous, avec nos 35 000 communes, 20 villes, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Combien il y a de villes au Québec Donc, dans les villes qu'on appellerait petites et moyennes, les villes médianes, on compterait 1100 villes au Québec qui seraient potentiellement donc, à servir pour déployer dans une grande majorité des villes. Donc un très gros potentiel à venir pour IVO. Oui, un très gros potentiel. Après, on a beaucoup de petites municipalités, 2-3 000 habitants. Je dirais que la moyenne des villes, on est plutôt dans les fourchettes qu'on mentionnait tantôt, 15-20 000 habitants, c'est des villes qui peuvent tirer, puis c'est à peu près le taille des villes avec lesquelles on travaille. Là. Oui. Alors, je reviendrai vers toi tout à l'heure parce que j'ai une question piège à ton sujet et d'autres choses à faire qui devront traverser les océans. Madame Angéli, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez, entre guillemets, modèle pour vos grandes villes voisines. Dans le contexte de processus de collaboration, de co-innovation et de capitalisation, expliquez-nous comment ça fonctionne et comment ces grosses villes, Saint-Denis et autres à côté de chez vous, font pour bénéficier de votre expérience. Comme je le disais,
pardon. Comme je le disais, elles doivent participer au label Ville Internet. C'est la meilleure façon de, de connaître. De toute façon, les données sont ouvertes et on peut consulter la plateforme, même si on n'est pas adhérent, mais c'est encore mieux de pouvoir participer à des temps d'échange, etc. On a d'autres, au sein des villes éducatrices, sur la thématique du numérique éducatif, on a une cinquantaine de villes, donc on échange beaucoup entre collègues, mais sur la spécificité éducative. Et là, c'est l'agglomération Est Ensemble, l'établissement public territorial Est Ensemble, qui est revenu vers nous, administration et élus, pour connaître un petit peu notre démarche, parce qu'on a eu... PT, c'est ça. C'est l'EPT Est Voilà. Ensemble, voilà. Et donc, la question, elle est aussi de voir sur des spécificités à échelle forcément d'une administration plus grande, comment on accompagne sur la dématérialisation, sur les outils collaboratifs, sur la conduite du changement, sur des applications, des outils, etc. Mais je pense que c'est sincèrement ce qui leur a plu, c'est notre approche vraiment de déployer au niveau interne, en parallèle avec un accompagnement de la population, puisque évidemment la question de la dématérialisation, elle est cruciale, elle est importante aussi pour l'écologie digitale, donc elle est importante dans nos pratiques à l'interne de la collectivité, mais aussi elle doit s'accompagner évidemment de soutien à une population toujours plus en difficulté, parce que consulter ces sites institutionnels, au bout c'est de l'argent. Au bout c'est de recevoir sa CAF, c'est de recevoir ou payer ses impôts ou recevoir d'autres types de soutien financier. Et donc les gens sont vraiment acculés parfois à des difficultés cumulées, et on doit avoir évidemment à l'intérieur de la collectivité, comme je disais, mais dans tous les lieux différents de la ville, ces possibilités de les accompagner. Et je rejoins parfaitement ma collègue de Grenoble que pour l'instant, le terme inclusion numérique, grand dispositif national, n'est pas au rendez-vous pour soutenir les collectivités, parce que c'est nous qui offront des temps de nos agents, des soutiens aux associations qui accompagnent la population. Et voilà. Donc pour revenir à votre question, l'innovation pour nous, elle n'a pas été nécessairement une innovation technologique, bien qu'on se soit doté d'un nouveau site avec un parcours usager, donc des parcours jeunes, seniors, parents, sportifs, etc. Un outil de gestion de la relation usagée, donc c'est ça qui intéresse beaucoup le Est Ensemble. Mais pour nous, l'innovation, elle doit être sociale, elle est culturelle, elle est multifonction, et donc c'est pour ça qu'on est vraiment orienté humain dans cette stratégie numérique du Pré Saint-Gervais. Merci de ce témoignage. Alors, vous avez prononcé le mot open data. Je me tourne vers vous, Laurence, à nouveau. Et je crois que vous êtes impliqué également dans l'association Open Data France. Un mot dessus, puis peut-être un exemple concret de ce que la ville de Grenoble a fait en termes d'open data qui a particulièrement bien fonctionné. Alors effectivement, je suis présidente de l'association Open Data France, qui est une association de collectivités locales et qui a pour objectif de faire connaître l'open data, d'observer la maturité en matière d'open data en France, et bien évidemment surtout d'accompagner les collectivités locales pour remplir ce qui est maintenant une obligation légale, d'ouvrir leurs données. Et effectivement, on se concentre beaucoup maintenant sur les villes médianes qui ont cette obligation sans nécessairement avoir les moyens de le faire. Et donc là, on a un véritable enjeu. J'ai envie de dire, les grosses collectivités ont réussi à mobiliser des moyens, ont défriché, elles ont essuyé les plâtres, donc c'est très bien. Maintenant, on a des processus qu'on peut proposer à d'autres collectivités. Donc effectivement, ça pose la question de la mutualisation. Est-ce que j'ai un département, est-ce que j'ai une région, est-ce que j'ai une intercommunalité, une métropole près de chez moi qui peut m'aider, qui peut m'offrir du service. Par exemple, l'hébergement du portail, tout bêtement. Parce que moi, j'ai pas de service informatique, j'ai même pas forcément la compétence juridique pour passer un appel d'offres, pour externaliser ça. Parce que c'est quelque chose, j'ouvre juste une parenthèse, nos administrations ne sont pas ni meilleures ni pires que le reste de la société par rapport au numérique. Nos agents, nos agentes, nos élus sont représentatifs de l'ensemble de la population, et donc nous avons ces enjeux d'acculturation numérique, nous les avons à l'échelle des territoires, mais bien évidemment également en interne dans nos administrations.
Et donc ces questions d'ouverture de données, voilà, pourquoi la loi finalement a dit ouvrez les données, c'est pas pour enquiquiner le monde, c'est parce qu'il y a des vrais enjeux de transparence, de création de valeur au sens très large, pas uniquement monétaire. Voilà, la donnée, c'est quelque chose, quand vous la partagez, quand vous la faites circuler, quand vous la croisez avec d'autres, qui va vous permettre d'offrir des services. Alors, la mobilité, c'est l'exemple archétypal, mais qui s'appuie sur des vrais usages. L'application qui vous permet de calculer votre itinéraire, qui vous dit quand votre tram et votre métro arrivent. On est dans le quotidien des gens, et c'est pas pour rien non plus que c'est là qu'il y a des vrais success stories, comme on dit en français. C'est parce que ça s'adresse au quotidien des habitants. Une application comme Kidimiam, qui est venue de la région Occitanie et qui propose les menus de cantine aux parents, voilà, qu'est-ce que mes enfants vont manger dans la semaine qui vient, est-ce qu'il y a des problématiques d'allergie alimentaire, est-ce que je peux signaler que voilà, tel jour l'enfant ne viendra pas manger, je peux faire remarquer que là il y a quand même eu beaucoup de déchets. Enfin, c'est aussi un outil de dialogue après avec l'institution, c'est une mise en valeur d'un savoir-faire des agentes et des agents, parce que la nourriture elle n'arrive pas par magie dans l'assiette des gamins. Ça c'est important aussi, la mise en valeur de la compétence des agents. Complètement. Et donc la donnée qui est produite, c'est le fruit de l'expertise du travail quotidien des agentes et des agents. Donc c'est aussi un moyen de rendre visible un travail qui est souvent invisible. Une ville comme Grenoble, c'est un petit peu moins de 4000 agents et agentes, 1500 personnes au CCAS, donc c'est énormément de monde, et on en voit finalement assez peu. On voit les gens qu'on va voir au guichet quand on fait sa carte d'identité, on croise la personne qui nettoie les rues ou qui tond la pelouse dans les espaces verts, mais ça fait pas les 4000. Et donc il y a plein de personnes qui travaillent dans l'ombre. Donc c'est aussi un moyen de rendre visible finalement cette activité publique. Et c'est aussi un moyen de rendre des comptes de cette activité publique, parce qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos administrés de rendre compte de l'action publique. Et donc l'open data, c'est un petit peu la pointe émergée de toute cette action-là. Parce que bien évidemment, Florent l'a rappelé, tout ce qui va être données personnelles, nous avons la responsabilité de le protéger. J'irai même au-delà, nous avons la responsabilité d'acculturer le territoire à ces questions-là pour que toutes les actions qui sont mises en place soient vertueuses, respectueuses de la vie privée. La région Occitanie aussi, la ville de Nantes a pris récemment une charte de la donnée avec une dimension très forte sur la donnée personnelle, avec l'idée que tous les acteurs du territoire s'embarquent dans cette démarche vertueuse. On va reparler de charte effectivement juste après. Et alors, Open Data, Smart City, le CEREMA connaît ces mots-clés très bien. Et je crois que le CEREMA a produit une plateforme, Florent, dont tu peux nous parler. Oui, donc quelques mots peut-être sur le CEREMA. Il se passe des choses au CEREMA en ce moment. Alors le CEREMA, déjà, c'est le centre d'expertise public pour l'État, pour les territoires. On est historiquement service de l'État. Aujourd'hui, on est établissement public. Et voilà, cette année, le nouveau directeur général a lancé une démarche de réforme interne en secteur d'activité bien identifié. Et il y a un secteur d'activité qui a été créé autour du sujet de la ville et des territoires intelligents, au sens large, en dépassant la question du simple numérique. Et donc ça va avoir pour effet que la capacité d'action du CEREMA va être démultipliée dans les années qui viennent. Donc, ce qui, dans un service public globalement en baisse d'effectifs, est assez remarquable. Donc je le signale. Voilà, j'ai de la chance. Voilà, donc effectivement, on a lancé, donc on a une mission, enfin on a deux missions principales. La première, c'est celle de centre de ressources nationales, donc ça rejoint les questions de mutualisation, de capitalisation pour les collectivités, des expériences d'analyse, de production de méthodologie. Donc voilà, la présence de CEREMA autour de cette table ronde. Merci, oui. Donc voilà, je vous montrais tout à l'heure une petite plaquette de sensibilisation aux élus que j'ai mis. Voilà, vous pouvez vous servir, j'en ai mis sur la chaise là, n'hésitez pas. Et puis je vous ai mis un petit flyer aussi pour cette plateforme justement. Donc il y a le lien, il y a le flashcode, il y a tout ce qu'il faut, il y a le pitch. Cette nouvelle plateforme, donc qui ne fait que démarrer. Comme je vous disais, notre capacité d'action va augmenter, donc c'est le début de l'histoire de cette plateforme. Aujourd'hui, il y a les ressources de base pour comprendre le sujet, pour savoir l'appréhender, pour maîtriser les enjeux politiques que j'ai essayé de synthétiser tout à l'heure, et les premières actions pour démarrer avec quelques retours d'expérience. Voilà, dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent même, il va y avoir donc des nouveautés, notamment un outil d'autodiagnostic pour les collectivités. Et voilà, derrière, on va aller vers de plus en plus de services pour aller de plus en plus vers un centre de partage direct entre collectivités, en fait, donc dans cette logique de mutualisation.
Et puis je vous disais, il y a deux missions principales. La structuration d'un secteur d'activité autour de la ville et des territoires intelligents au CEREMA. CEREMA qui est un centre d'expertise dans un peu tous les métiers de l'aménagement. Tout à l'heure, je parlais des enjeux d'aménagement. Voilà, on est 2600 sur le territoire national. On a des expertises historiques dans tous les métiers de la mobilité, des espaces publics, du bâtiment. Tout à l'heure, cet après-midi, il y a une conférence où il y a des collègues qui interviennent sur la question de l'accessibilité, qui est une question éminemment transversale entre ces domaines-là, les transports, enfin la chaîne de déplacement des transports, de l'espace public, du bâtiment, tout ça pour les questions de handicap, c'est extrêmement important. Donc on a cette capacité un petit peu intégratrice. Et l'idée de créer un secteur autour de ce sujet-là, c'est d'arriver à terme à accompagner des collectivités, je dirais, de bout en bout, depuis la production d'un projet de territoire global, partagé, qui prenne position sur les enjeux politiques, jusqu'à la déclinaison opérationnelle métier par métier, je dirais, donc les métiers que je viens de citer, en passant aussi par une montée en compétences, puisque c'est extrêmement important, que comme je disais tout à l'heure, que la collectivité se mette en capacité d'agir de manière souveraine sur les métiers des infrastructures numériques, de la donnée, de la participation citoyenne, pour lesquelles on a vraiment des productions méthodologiques qu'on va essayer de mettre en avant et de mettre à disposition de tous. Quelques chiffres peut-être sur cette plateforme produite par le CEREMA. De fréquentation, de nombre de collectivités, des témoignages qui sont dessus, d'expériences réussies. Alors on l'a lancé presque juste avant l'été, donc il y a eu un creux pendant l'été évidemment, mais on a relancé là à la rentrée avec trois nouveautés là. Donc il y a aussi une newsletter, je vous invite à vous abonner, comme ça vous suivez l'actualité, vous ne ratez rien. On essaye de tout mettre. Donc voilà, il y a quelques témoignages. Le dernier en date, c'était celui de l'ATD de Dordogne sur des questions de gestion de la donnée départementale. Voilà, sur les questions de gestion de la donnée mutualisée entre, voilà, évidemment à l'échelle départementale, donc pour plusieurs collectivités. Oui. Florent me fait penser à quelque chose auquel on ne pense pas spontanément quand on parle d'open data, c'est l'échange de données entre institutions publiques. On pense souvent à fournir la donnée du territoire, on pense parfois à de la donnée produite par d'autres acteurs du territoire que des acteurs publics qui pourraient nous intéresser. Mais on s'échange énormément de données aujourd'hui avec des systèmes pas forcément toujours simples, souples, voire même pas forcément toujours officiels. Et donc l'open data entre collectivités, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc pensez-y quand vous commencez à réfléchir open data. Mais je rebondis là-dessus, c'est pas seulement vis-à-vis des citoyens, c'est pas seulement entre collectivités, mais en interne de la collectivité, aussi. On ne compte plus le nombre de témoignages de collectivités s'étant lancées dans l'open data et disant on a découvert ce que faisaient nos collègues et on a optimisé notre travail grâce aux chiffres, aux données que nos collègues du bureau à côté produisaient. IVO, la question piège. On a parlé de charte, on a parlé de ville intelligente. On a un petit peu parlé d'éthique, je voudrais reparler d'éthique et de logiciel libre bien évidemment. En fin de matinée, là j'invite d'ailleurs tous les membres du CIVIM et tous les visiteurs du salon à nous retrouver sur cette même table vers midi un quart, à l'occasion d'une charte de la ville intelligente et éthique. Suite à une réunion, on en reparlera tout à l'heure, mais suite à une réunion où une trentaine de collectivités de toute taille se sont réunies, alors 30 c'est pas beaucoup, mais il faut bien commencer par le commencement, on a essayé de mettre noir sur blanc un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de points soulignés, remarquables, permettant à une ville de s'engager, l'idée c'est de signer une charte, c'est fait pour être signé, de s'engager sur le respect d'un certain nombre de règles du jeu allant dans le bon sens et invitant les villes à aller dans le bon sens. L'idée, c'est nous invitons IVO à être le porteur de cette charte qui sera signée tout à l'heure, de l'autre côté de l'océan, au Québec. Oui, donc je me suis engagé à le faire, donc j'ai de la place dans ma valise pour amener cette charte qu'on va signer tantôt. L'objectif premier, ça va être de la confronter avec nos amis municipaux du Québec, de regarder si elle est applicable telle quelle ou s'il y a une petite saveur québécoise, comme on dit, à rajouter ou à bonifier. Je dirais que sur les grandes lignes, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur les thématiques qu'on a parlé, l'interopérabilité, la transparence, la protection des données, tout ça c'est des enjeux, je pense, qui sont communs à travers les villes. Donc je suis assez confiant que cette charte puisse être signée au-delà des 30 villes
ici avec d'autres villes du Québec. Ça sera de même l'occasion dans notre édition du CIVIM au Québec mi-novembre d'en discuter avec les différentes villes qui seront présentes. Donc je me fais le porteur en effet de cette charte qui, comme je le répète, sur les grandes lignes est tout à fait aligné avec les façons de penser, notamment sur la gestion des données. Je dirais peut-être sur la partie logiciel libre au Québec, on est peut-être en retard par rapport à ça dans les municipalités. Donc ça fera aussi l'occasion de sensibiliser les élus à ces nouvelles façons, ou enfin, peut-être des anciennes façons, mais qui vont être nouvelles pour elles, d'aborder les logiciels, donc notamment avec toute la partie logiciel libre, qui, de ma connaissance, est un peu moins exploitée. Il y a des initiatives, mais encore peu connues, donc ça sera l'occasion aussi de ramener ces possibilités dans la lumière. Nous allons créer un Adulacte québécois. Je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Bref, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. On va passer le relais à nos successeurs. Je vous invite à applaudir et à remercier nos intervenants. Et je vous donne rendez-vous à 12h15 pour la signature de cette charte, puis à 15h pour une table ronde. Ma ville libre, autrement dit avec des logiciels libres, est-elle possible ? 16h, pardon.